Chers téléspectateurs, c'est d'un livre publié récemment que je vais vous entretenir aujourd'hui, un ouvrage qui m'a paru particulièrement intéressant. Il est consacré à l'espionnage pendant la guerre de 1914. Son auteur, c'est le lieutenant-colonel Olivier Lahaye, et son titre, c'est « Le nerf de la guerre, Berlin 1918-1919 », et le sous-titre annonce une partie de son contenu. Un agent secret français spécialisé dans la guerre économique finance la révolution spartakiste. Voilà un élément tout à fait nouveau pour l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et il faut remercier le lieutenant-colonel Lahaye de s'être penché sur ce sujet et de nous faire part du résultat de ses recherches. Quelques mots sur l'auteur. Il est officier, il est passé par l'école militaire interarmes de Coët-Quidan, puis après avoir servi en OPEX, notamment dans l'ex-Yougoslavie, il s'est reconverti, si l'on peut dire, vers l'histoire, comme chercheur au service historique de l'armée de terre, devenu ensuite le service historique de la défense. Il est aujourd'hui le chef du cours d'histoire militaire aux écoles de Saint-Cyr, Coët-Quidan, et il est également, je le signale, instructeur à l'école supérieure des officiers de réserve du service d'état-major. Il a réalisé une thèse soutenue en 2006 sous la direction de Georges-Henri Soutou, intitulée « Renseignements et services de renseignement en France durant la Grande Guerre ». Donc il s'est spécialisé dans ces questions, entre autres sur le rôle joué par certaines plaques tournantes en Europe comme la Suisse. Et en tout cas, il nous donne aujourd'hui un travail donc remarquable, publié aux éditions de l'Harmattan. Alors, cette histoire commence en fait avec la guerre économique qui correspond à la Première Guerre mondiale. On le sait, tout le monde est persuadé à l'été 14 que la guerre sera courte. On compte sur une guerre éclair, le plan Schlieffen du côté allemand, le rouleau compresseur russe du côté des Alliés. Rien ne va se passer comme prévu et il apparaît très vite que les enjeux économiques vont se révéler tout à fait décisifs, d'autant que les empires centraux sont dépendants de leurs importations en matière alimentaire et à propos de certaines matières premières. Le problème des stocks va se poser très vite et on va avoir là une question de plus en plus importante au fur et à mesure que la situation militaire va être bloquée. Et ce blocage militaire, on le sait, avec la guerre de position, il va durer plus de 4 ans. Fini donc les espoirs de guerre courte. Du coup, le blocus imposé par les alliés de l'entente, notamment le blocus maritime, prend une importance stratégique majeure quant à la poursuite de la guerre. Les alliés doivent évidemment se pencher sur le problème de la contrebande, sur le problème que constituent certains États neutres qui vont servir de relais pour permettre à l'Allemagne d'importer un certain nombre de choses. Et il apparaît à ce moment-là que pour les services de renseignement, ce n'est plus seulement le renseignement militaire qui compte à propos des forces de l'ennemi, mais il faut penser l'économie comme une arme. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons voir intervenir le personnage dont il est question dans cet ouvrage, Joseph Crozier, connu dans l'entre-deux-guerres pour un livre paru dans la fameuse collection d'histoire de la guerre de Payot, intitulé « Mes missions secrètes 1915-1918 ». Alors, tout d'abord, quelques mots concernant l'importance de la guerre économique durant cette période. On avait déjà prévu, en temps de paix, dès 1909, lors d'une conférence tenue à Londres, comment l'on pourrait justifier l'arraisonnement d'un certain nombre de navires neutres pour vérifier leur cargaison et pour vérifier qu'ils ne transportent pas des matières premières ou des biens susceptibles d'être utilisés par le camp adverse. Et
et très vite la question va se poser, notamment à propos de certains pays comme la Hollande par exemple, comme la Suisse, le Danemark, qui sont des pays neutres par lesquels vont pouvoir transiter un certain nombre de marchandises. Et du côté allemand, on regarde tout ça de très près aussi. Dès le début de la guerre, on a créé un office des matières premières de guerre, confié à Walter Rathenau, que nous retrouverons après la guerre comme chancelier allemand. Walter Rathenau, qui est le patron de l'Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, un des grands groupes industriels allemands. C'est lui qui est chargé de mettre en œuvre justement la résilience allemande face au blocus mis en œuvre par les Alliés. Du côté allié, on voit toute l'importance de cet enjeu, notamment le commandant Ladoux, spécialiste du renseignement, bien connu pour le rôle qu'il a joué dans l'affaire Mata Hari. Eh bien, il prend en compte, bien sûr, la dimension économique de la guerre. On interdit, bien sûr, de commercer avec l'Allemagne et puis aux Français, bien entendu, mais on veut également empêcher les neutres de servir d'intermédiaires. Alors, les événements donc vont se dérouler comme l'on sait, à un moment où, par exemple, l'Allemagne va passer son commerce avec les pays neutres de 25 à 65 millions de dollars entre décembre 14 et janvier 15. On voit donc que les choses vont très vite, spécialement avec les pays que j'ai cités, la Hollande, le Danemark et la Suisse. Par exemple, on voit que les exportations de cacao de la Suisse vers l'Allemagne vont être multipliées par 6. C'est un petit détail, mais ça en dit long sur la situation. Et comme du côté allié, on a la conviction maintenant que la guerre sera longue, que ce sera une guerre d'usure, il faut évidemment penser tout cela et réagir en conséquence. Joffre, le patron de l'armée française, pour cela est bien conseillé. Il a auprès de lui Edmond Thierry, au grand quartier général, un conseiller de la Cour des comptes. Il a auprès de lui le capitaine Frédéric François Marsal, également le sénateur Jean Morel, chargé du bureau des études économiques, également Denis Cochin, qui va se charger du comité de restriction des approvisionnements, donc toute une équipe qui a parfaitement compris les enjeux et qui se penche sur cette question de la guerre économique, puisque au-delà de l'affrontement militaire, le volume de production dont sont capables les belligérants, évidemment, va se révéler décisif. Il faut rappeler que l'Allemagne, à l'époque, est devenue la première puissance industrielle d'Europe dès avant 1914, donc elle représente un potentiel tout à fait considérable, qui fait jeu égal avec celui des Alliés. Alors, les choses vont évoluer au fil du temps, hein. Par exemple, en 1916, la chute de la Roumanie, la conquête de la Roumanie va contrer les efforts des Alliés, dans la mesure où les blés de Moldavie et de Valachie et le pétrole de Ploesti vont venir contrecarrer les efforts franco-anglais. Il y aura en plus des conditions nouvelles, bien sûr, avec l'intervention des USA en 1917, ce qui correspondra à une aggravation du blocus pour l'Allemagne. Dans tout ce contexte-là, la notion de renseignement économique s'impose progressivement. On l'a vu avec la création d'un certain nombre d'instances, comme le comité de restriction des approvisionnements et du commerce de l'ennemi. On le voit avec des mesures contre les neutres. Parfois, on devance chez les neutres les achats allemands pour empêcher justement que l'Allemagne puisse se procurer un certain nombre de produits. On surveille tout ça grâce à une section de contrôle télégraphique et d'une section économique. Tout cela en lien évidemment avec le ministère de la Guerre et avec le grand quartier général.
Voilà donc les structures qui sont mises en place et qui viennent renforcer le deuxième bureau de l'état-major des armées qui avait jusque-là principalement pour mission de renseigner sur le terrain militaire. Et c'est dans ce contexte général qu'apparaît le personnage vedette en quelque sorte de l'ouvrage du lieutenant-colonel Lahaye. Il s'agit d'un certain Joseph Crozier, recruté par Jean Tannery, qui est une des personnalités les plus en vue dans cette guerre économique. C'est un personnage qui est né à Lyon en 1872, licencié en droit, se présente comme homme d'affaires, qui certains diraient plutôt un aventurier. En 1913, il travaille pour le comité consultatif des sociétés d'assurance sur la vie de Bruxelles. Il a des liens peut-être avec Basil Zaharoff, le fameux trafiquant d'armes. On le voit organiser un meeting aérien en Belgique en juillet 1914, puis il se replie sur Boulogne-sur-Mer. Il est employé par son beau-père, sujet anglais associé à des entreprises de soie lyonnaises. Donc un personnage au profil un petit peu flou, qui est affecté a priori au 35e régiment d'infanterie à la faveur de la guerre, mais il demande son affectation à l'état-major des armées en faisant valoir qu'il connaît bien le milieu international des affaires. Il signale certains trafics d'armes et on voit le parti que l'on peut tirer de son savoir-faire ou de son expérience dans ces domaines. Alors à ce moment-là, le commandant Bouvard du 2e bureau va le recevoir et on va l'envoyer à Barcelone où en février 1915, il achète toute une cargaison de 100 000 fusils que l'Allemagne destinait au Maroc pour armer d'éventuelles révoltes ou rébellions contre l'autorité française dans le protectorat. Et cette cargaison de fusils, elle est détournée et finalement on va la destiner à la Serbie. Ça sera l'une de ses premières opérations spectaculaires. D'autres vont suivre à propos de cargaisons de cuivre notamment, ce qui lui permet d'être intégré au 2e bureau et celui-ci va l'envoyer en Hollande à Flessingue où il va travailler avec le colonel Boucabey, attaché militaire français à La Haye, et avec le colonel Leleu qui lui est installé plus précisément à Rotterdam. Il s'agit en Hollande, dans ce pays neutre, d'y mener la guerre économique dans des conditions parfois un petit peu difficiles parce que les Anglais sont également très présents sur place. Mais l'essentiel, c'est de lutter contre la contrebande de guerre dont la Hollande, de fait, se trouve complice. Crozier met en place tout un réseau au printemps de 1915 avec une quinzaine de membres qui a pour mission d'enquêter, d'analyser la contrebande, d'identifier les fournisseurs afin d'établir une liste noire des firmes qui vont travailler donc pour l'ennemi. Dans certains domaines en particulier, par exemple le cuivre, le caoutchouc par exemple, mais ce qui est tout à fait original, c'est que Crozier dans cette affaire va se faire lui-même le fournisseur des Allemands. Il va leur fournir notamment des huiles et des graisses alimentaires nécessaires à leur industrie et qui seront transformées en Allemagne dans une perspective industrielle. Ce qui fait qu'on arrive à ce point étonnant que Crozier établit une liste noire des entreprises qui, de fait, fournissent l'Allemagne, mais en étant lui-même dans ce cas, ce qui est évidemment une manière de dissimuler ses véritables intentions. Pour les Allemands, il passe pour un homme d'affaires peu scrupuleux, qui, tout en étant français, accepte pour des raisons évidemment de profit personnel de travailler pour eux. Crozier va même monter une fabrique de savon ou acheter une fabrique de savon
avons en Hollande, avec des fonds qui lui sont procurés par le deuxième bureau, et cela pour fournir donc aux Allemands un certain nombre de matières premières nécessaires à leur industrie chimique, au point que son usine fait même partie de la liste noire qui est établie par les services alliés. Ça l'amène à être en contact avec des personnalités allemandes de très haut niveau, comme Albert Ballin par exemple, qui était le patron de la Hamburg America Line, le grand armateur allemand d'avant-guerre, hein, ce qui va lui donner une caution évidemment tout à fait extraordinaire pour négocier avec d'autres interlocuteurs allemands et obtenir ainsi des renseignements. Il a des résultats, hein, il peut ainsi transmettre au deuxième bureau des informations sur une cargaison d'armement destinée aux rebelles irlandais en 1916, hein, et qui sera saisie par les Anglais en mer du Nord. Ses supérieurs donc sont évidemment très satisfaits. Crozier pousse ses contacts avec les Allemands au point de se présenter comme un intermédiaire possible dans la perspective de l'achat d'un quotidien français dans lesquels on pourrait diffuser de manière plus ou moins subliminale des informations favorables à la paix, mais il va se retrouver quelque peu disgracié. D'abord, son réseau a commis un certain nombre d'actions violentes, il agace beaucoup les Anglais, parce qu'il considère les Anglais qu'il vient marcher un peu sur leur plate-bande dans sa recherche de renseignements sur la Hollande neutre. On lui reproche aussi les profits qu'il réalise, qu'il réutilise d'une manière peut-être un peu discutable. Il va ainsi monter une fumerie d'opium à Rotterdam, hein, qui lui rapporte de l'argent, qui ne va pas forcément au service de renseignement, au deuxième bureau, comme ce devait être le cas. Du coup, il est rappelé en France en décembre 1916. On le retrouve dans son régiment d'infanterie, mais il repasse très vite à l'intendance. Et puis, en décembre 1917, il est convoqué à l'état-major des armées par le colonel Hercher, chef du secrétariat militaire de Clémenceau, qui va lui demander de repartir en mission en Hollande. Et en juillet 1918, le général Boucabey, on l'a connu colonel attaché militaire à La Haye tout à l'heure, eh bien, il va demander à Crozier de réactiver son réseau de renseignements économiques, mais ce ne sera pas sa seule mission. On va lui demander aussi de noyauter l'extrême gauche hollandaise pour rapprocher ainsi indirectement l'extrême gauche allemande et fomenter en Allemagne des troubles révolutionnaires. En attendant, nous sommes alors en pleine époque de la guerre sous-marine. Crozier achète un navire norvégien pour en faire un bateau-piège comme les Q-ships anglais. Et ce bateau, il fait armer et il va faire la course aux navires soupçonnés de chercher à briser le blocus que subit l'Allemagne. Il va même envoyer un certain nombre de bateaux en question par le fond. Crozier, donc là, se transforme en corsaire, avec un bilan d'ailleurs assez impressionnant. À ce moment-là, il va changer d'identité, se faire appeler Pierre Desgranges de Bellecour, et il va chercher à infiltrer les révolutionnaires allemands. Les services français ont toujours espéré jouer la carte des divisions éventuelles de l'Allemagne. Ils ont compté sur un éventuel séparatisme bavarois, ils comptaient aussi sur le séparatisme rhénan. Tout cela n'a donné aucun résultat. En revanche, la situation sociale en Allemagne, les difficultés nées du blocus, les épreuves subies par la population font que le terrain est devenu favorable pour le développement d'un mouvement révolutionnaire, analogue à celui qui a emporté le régime tsariste en Russie. Et du côté français, on voit tout l'intérêt d'une affaire de ce genre. Crozier est donc sollicité de manipuler les syndicalistes, ceux que l'on appelle les socialistes indépendants, qui sont à la gauche de
de la social-démocratie. En décembre 1915, 44 députés avaient refusé de voter les crédits de guerre en Allemagne. C'est sur cette aile pacifiste, socialiste, que Crozier va tenter de jouer dans le contexte de la création, au début de 1916, du Spartacus Bund, de la Ligue spartakiste de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Et on voit l'année suivante, sur la base du modèle que représente la révolution russe, à quel point cela peut faire des dégâts en Allemagne. Et à ce moment-là, Pierre Desgranges, la nouvelle identité de Crozier, eh bien, qui a réactivé son réseau économique en Hollande, eh bien, son action en direction des milieux révolutionnaires, et plus spécialement spartakistes, va avoir des effets redoutables. Il s'installe à La Haye, il va même se rendre à Berlin, il va gagner la confiance de l'extrême gauche hollandaise et allemande, il finance les mouvements, les partis en question, il assiste même en novembre 1918, au début de novembre, à un comité central spartakiste, oriente une cargaison d'armes venues d'Espagne à Rotterdam en direction de la Ruhr, car évidemment la révolution en Allemagne est désormais imminente. Mais là les choses vont changer parce que du côté des responsables français, on ne veut plus entendre parler d'une révolution qui triompherait en Allemagne sur le modèle de ce qui s'est passé en Russie. On a vu les effets de la révolution bolchevique, dite maximaliste à l'époque. La Russie s'est retirée du camp de l'Alliance et puis ensuite, surtout, on craint la contagion. Si après la Russie, l'Allemagne bascule dans la révolution, une révolution radicale, qu'en sera-t-il des autres pays? Qu'en sera-t-il des autres pays européens? Et donc, on va rappeler le général Boucabey et on va demander aux agents français de cesser le soutien qu'ils apportent au mouvement révolutionnaire. Alors, au bout du compte, c'est un petit coup de pouce simplement que les services français ont apporté ainsi au mouvement spartakiste, au moins pendant un temps. Ensuite, Crozier est proposé en janvier 1919 par le général Boucabey pour être décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre avec palme, mais c'est refusé parce qu'on lui reproche effectivement d'avoir joué un rôle un petit peu trouble et ambigu en Hollande, où à la fois il travaillait pour le deuxième bureau français, mais faisait aussi de fructueuses affaires pour son compte. En plus, le rôle de corsaire qu'il a joué, on préfère évidemment passer l'éponge dessus. Il va raconter tout cela dans ses livres, En mission chez l'ennemi, paru chez Payot en 1915, à propos de ses actions en 1915-1918. Le livre paraît en 1930. Et puis, un autre livre, Au service des marchands d'armes, paru à Paris en 1934. C'est l'époque où il y a beaucoup d'ouvrages de ce type. On voit le succès des ouvrages du commandant Ladoux à cette époque, de Paul Allard qui s'intéresse aux coulisses du haut commandement pendant la guerre. Et d'ailleurs, une interview de Crozier par Paul Allard, c'est la dernière trace que nous ayons du personnage dont on perd ensuite la trace. En tout cas, ce parcours est tout à fait étonnant, nous révèle un pan jusque-là largement inconnu de la Première Guerre mondiale, et il faut rendre hommage au lieutenant-colonel Olivier Lahaye, donc auteur du nerf de la guerre, Berlin 1918-1919, publié chez l'Harmattan, de nous avoir ouvert ainsi certaines arcanes de la guerre secrète au cours du premier conflit mondial. Je vais vous parler aujourd'hui de la vie peu ordinaire d'une pionnière de l'aviation. Elle se nomme Marie Marvin,
Peu connue aujourd'hui, elle fut pourtant pionnière dans bien des domaines au début du XXe siècle. Cette grande sportive fut aviatrice, cycliste, grande alpiniste, skieuse, infirmière, journaliste. Elle est évidemment l'une des premières femmes à passer son certificat de capacité de conduite en 1899. Elle va toucher à toutes les disciplines et sports possibles et imaginables à l'époque et partout exceller, de la natation au sport de montagne en passant par le tir sportif et le cyclisme. Marie Marvin semble dénuée de toute peur, elle prend des risques permanents et elle va gagner comme cela, à l'époque, le surnom de la fiancée du danger. Elle est née le 20 février 1875 dans le Cantal, à Aurillac. C'est un accident de l'histoire parce que ses parents, en fait, sont lorrains. Son père, Félix Constant Marvin, est receveur des postes à Metz, là où il rencontre sa future épouse. Mais en 1870, il quitte la Lorraine pour s'installer dans le Cantal. Et c'est là que Marie va naître. Elle a eu 3 jeunes frères qui sont morts en bas âge. Le quatrième, plutôt 3 frères aînés, qui sont morts en bas âge. Le quatrième qui vient après elle est lui de constitution fragile. Il va mourir d'une crise cardiaque à 19 ans. Et son père, qui est un grand sportif, va du coup reporter sa passion sur elle et il va l'initier à tous les sports qui existent à l'époque. Il a de la chance parce que ça correspond parfaitement au tempérament de sa fille. Marie a du caractère, beaucoup de volonté, aime se donner à fond dans les disciplines, elle aime les défis, elle a le goût de la compétition. À 5 ans, elle nage déjà plusieurs kilomètres en piscine, mais également en rivière. Et dans cette discipline, elle va remporter beaucoup de nombreuses compétitions un peu plus tard. Toujours enfant, elle veut apprendre les disciplines du cirque, alors elle devient funambule, trapéziste, jongleuse, cavalière. Elle va d'ailleurs continuer dans l'équitation avec beaucoup de brio, puis elle va s'initier au vélo, une discipline qui n'était pas vraiment classique pour les femmes dans ces années-là. Cela n'empêche pas Marie, à partir de 1900, de participer à plusieurs compétitions cyclistes, dont le Tour de France, qui pourtant lui est interdit en tant que femme, mais elle va le faire en candidat libre. Et comme les femmes ne sont pas autorisées à porter le pantalon, elle va adopter la jupe-culotte. Alors, après la natation, l'équitation, le vélo, elle va s'attaquer au sport de montagne. Elle va pouvoir encore se mesurer aux autres, concourir et relever des défis. La voilà alpiniste. Elle est la première femme à faire la traversée Charmoz-Grépon en compagnie de 2 guides en 18 heures avec, durant cette traversée, l'escalade de l'aiguille du Grépon, c'est ce qui lui vaut, c'est un exploit évidemment, et ce qui lui vaut d'être considérée comme la pionnière de l'alpinisme français. Elle va ensuite enchaîner les sommets, dans les Alpes, là-dedans du Géant, là-dedans du Requin, le Mont Rose, la Jungfrau, les Aiguilles Rouges, l'aiguille du Moine, le Wetterhorn. Imaginez dans quelles conditions, à l'époque, c'est vraiment une série d'exploits. Elle excelle aussi dans tous les autres sports de neige, en remportant entre 1908 et 1910 plusieurs compétitions, en rapportant plusieurs médailles d'or, en ski, en patinage artistique et de vitesse, en concours de saut et même en gymkhana sur glace. Et elle participera aussi, elle va remporter la première compétition de bobsleigh féminine. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, la fatiguer, c'est une athlète complète. On la décrit dans la presse comme la première sportswoman du monde et on lui décerne la grande médaille d'or de l'Académie des sports en 1910. Marie Marvin ne pouvait évidemment pas rester éloignée des terrains d'aviation. Elle effectue un premier vol en ballon en 1901. Elle passe son brevet de pilote de ballon libre la même année pour effectuer en 1907 son premier vol en solitaire. En octobre 1909, elle pilote son ballon au-dessus de la Manche et de la mer du Nord
en direction de l'Angleterre. C'est la première femme à accomplir cet exploit dans ce sens, mais le voyage a failli mal tourner. Marie et son passager, le colonel Émile Garnier, sont surpris par la neige à 2500 mètres d'altitude. La neige alourdit évidemment le ballon. Ils sont obligés de délester, mais malgré cela, ils touchent l'eau à 52 reprises pendant les 14 heures que vont durer la traversée. Il en a fallu de peu pour que le ballon termine à l'eau, mais ils vont finalement arriver dans les arbres en Angleterre. Marie est éjectée de la nacelle et atterrit par terre, prête à recommencer. Elle va désormais apprendre à piloter un avion. Elle devient l'élève à Mourmelon d'un aviateur connu, un aviateur instructeur très connu à l'époque, Hubert Latam, et obtient son brevet de pilote numéro 281 de l'Aéroclub de France le 8 novembre 1910. Elle devient ainsi la 3e femme à obtenir ce brevet mythique. Elle va évidemment entreprendre de battre une série de records, je ne vais pas tous les citer, mais entre autres, le 27 novembre 1910, elle bat le record féminin de durée de vol en effectuant un vol de 53 minutes. Elle fait 15 tours d'une boucle de 3 km dans des conditions extrêmement difficiles. Il fait très froid. Bon, elle ne va pas détenir ce record très longtemps, mais par la suite, elle va enchaîner 900 vols avec quelques aventures plus ou moins graves, comme cette fois où elle termine avec son avion dans un arbre au milieu d'une cour privée, une cour où il y avait un jeu de boules. Le 12 décembre 1913, là, c'est plus grave. Lors d'un vol d'entraînement, elle est obligée, à cause du brouillard, de se poser en urgence dans un champ. L'avion fait une culbute et enferme l'aviatrice au-dessous. Marie s'en tire avec un visage lacéré, qui gardera des cicatrices et puis une convalescence de plusieurs semaines. Ça ne l'effraie nullement. Elle continue les vols sur différents modèles d'avions, en particulier le modèle Antoinette, et également en ballon. Elle a encore une fois une énergie hors du commun, mais pourtant, elle n'est pas seulement une sportive avec rien dans la tête, pas du tout. Elle mène des études parallèlement à cela. Elle va passer une licence de lettres, faire de la médecine. Bon, elle ne deviendra pas médecin, mais elle fait du droit également. Et puis, elle obtient son diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge. Elle parle 4 langues et apprend en plus l'espéranto. Lorsqu'en 1910, un docteur Duchossois, fondateur de l'association des dames françaises de la Croix-Rouge, organise un concours pour la réalisation d'un avion ambulance, Marie s'y investit à 100%. Avec l'aide d'un ingénieur, elle met au point un prototype, avec son expérience d'infirmière et de pilote, elle met au point un prototype qui obtient l'agrément de la direction de l'aéronautique militaire. Elle en fait la promotion au Salon de l'Aviation, elle remporte un franc succès, mais malheureusement, la guerre de 14 arrive et le projet ne peut aboutir. Durant la guerre, évidemment, une femme comme Marie ne pouvait pas rester inactive. Alors elle veut s'engager dans l'aviation, mais le ministère met un peu de temps à lui répondre. Alors elle n'attend pas. Quand on lui propose de remplacer un pilote blessé, un pilote d'une escadrille, pour participer à un bombardement, elle y va. Elle participe à 2 bombardements au-dessus de la base aérienne Metz-Frescati. Néanmoins, ce fait d'armes qui lui fera obtenir la croix de guerre 14-18 ne fera pas que le ministère accepte son intégration à la toute jeune armée de l'air, et Marie continue la guerre au début comme infirmière major auprès d'un chirurgien réputé de Nancy. Elle reste infirmière pendant 2 ans et demi, mais elle veut connaître les combats. Alors que fait-elle? Elle se déguise en homme et elle intègre le 42e bataillon de chasseurs à pied sous le patronyme de Beaulieu. Elle arrive à rester sous cette fausse identité en première ligne pendant 47 mois, au bout desquels elle est reconnue lorsqu'elle va remettre un pli à un colonel qui n'est autre qu'un de ses cousins. Le maréchal Foch l'autorise alors à rester dans l'armée, mais en tant qu'infirmière et correspondante de guerre dans les Dolomites, dans un régiment de chasseurs alpins. Marie va alors combiner ses 2 spécialités, infirmière et excellente skieuse, et elle va évacuer de nombreux blessés à ski. Après la guerre, elle devient correspondante et officier de santé des forces françaises au Maroc. Elle publie dans ce cas de nombreux articles et continue de s'investir dans le développement de l'aviation sanitaire. Le gouvernement français lui demande d'ailleurs de créer un service civil d'ambulance sanitaire aérienne au Maroc. Elle va faire là beaucoup de conférences à travers le monde pour appuyer sa démarche.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage comme infirmière de l'air, innove même en matière de suture chirurgicale pour éviter les infections, puis elle termine la guerre en créant un centre de repos pour les pilotes blessés en Dordogne. Alors, il m'est impossible de citer toutes les actions, réalisations, prix et inventions de cette femme polyvalente qu'était Marie Marvin. Je ne peux pas non plus vous citer toutes les distinctions et décorations qu'elle a reçues. Je peux vous dire juste qu'elle a eu la Légion d'honneur et entre autres et également la médaille de l'aéronautique, bien sûr, mais ce sont deux distinctions sur des dizaines. Jusqu'à un âge très avancé, elle va continuer de déployer une énergie incroyable au point que pour son 80e anniversaire, l'armée américaine lui offre un vol en avion de chasse au-dessus de la ville de Nancy. En 1959, elle passe son brevet d'hélicoptère pour l'année suivante piloter le premier hélicoptère à turbine. Elle a 85 ans. Pour finir, en 1961, plus raisonnable, elle ne fait que Paris-Nancy à vélo. Marie Marvin continue de vivre grâce à ses conférences et grâce à son métier d'infirmière, mais la fin de sa vie ne sera pas à la hauteur de ses exploits. Sans enfant, sans famille, elle meurt le 14 décembre 1963, pauvre à l'hospice, presque oubliée de tous. Elle est enterrée dans le cimetière de Préville à Nancy. Je vous laisse sur la devise de Marie Marvin, devise qu'elle s'est employée à appliquer toute sa vie. La devise était « Savoir vouloir ». Je reçois aujourd'hui, chers téléspectateurs, Antoine Delacoste, qui est déjà venu à notre émission, que vous connaissez sans doute en raison de ses chroniques régulières sur Boulevard Voltaire. Il s'est imposé depuis maintenant un certain temps comme un des meilleurs spécialistes du monde proche-oriental. Et je voudrais m'entretenir avec lui aujourd'hui de ce phénomène un petit peu inattendu, il faut bien le dire, que constitue le retour de la Turquie en tant que puissance musulmane, en tant que puissance néo-ottomane, scénario qu'on aurait eu beaucoup de peine à imaginer il y a encore une dizaine d'années, pour ne pas parler des périodes antérieures. Alors Antoine Delacoste, ce qu'il faut rappeler, je crois, c'est que la Turquie a été initialement le modèle des pays musulmans faisant le choix d'une révolution de type national et laïque. Nous sommes dans les années 20 avec Mustafa Kemal. L'ensemble du monde arabo-musulman va ensuite être concerné par cette évolution. C'est vrai de l'Égypte de Nasser, c'est vrai de l'Irak et de la Syrie du parti Baas, c'est vrai de l'Iran de Reza Shah et puis de son fils le Shah d'Iran que nous avons connu renversé par la révolution islamique. Même un pays comme l'Afghanistan a eu sa période justement d'orientation vers ce genre de scénario. Et puis, il y a la révolution iranienne, bien sûr, de 1979. Il y a eu la guerre d'Afghanistan. Tout cela a en quelque sorte enclenché un mécanisme tout à fait inattendu de réveil islamique qui ne correspondait pas du tout aux perspectives que l'on pouvait établir dans les années 1960, où on pensait que progressivement le monde musulman allait se séculariser, se laïciser sur le modèle occidental, sur le modèle turc kémaliste. Donc le cas de la Turquie aujourd'hui, je crois, nous interpelle très, très fortement. En même temps, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça par hasard. C'est lié à un parcours bien particulier, bien précis, qui est celui de l'islamisme turc incarné par un personnage aujourd'hui devenu familier, à savoir le nouveau sultan Erdogan. Alors, qui est-il? D'où sort-il? Comment est-il parvenu à s'emparer du pouvoir dans cette Turquie qui était, encore une fois, à la pointe du camp national et laïque dans le monde musulman? C'est sûr que le monde arabe et le monde musulman est complètement bouleversé depuis quelques années maintenant, et depuis au fond pas si longtemps que ça. Si on remonte à 1945 par exemple, pendant des décennies,
tout ce monde musulman, que ce soit celui d'Afrique du Nord ou que ce soit celui du Proche-Orient, était coupé en deux sur le thème pro-américain ou pro-soviétique. Et donc vous aviez, effectivement, vous l'avez souligné, un nationalisme arabe, avec la Syrie, l'Égypte, Nasser, l'Irak ensuite, qui était tout à fait pro-soviétique, par, en quelque sorte, réaction au fait que leur ennemi israélien était, lui, résolument soutenu par les États-Unis. L'anti-impérialisme contre les anciens pays colonisateurs occidentaux. Il y avait toute cette phraséologie anticoloniale qui jouait. L'Iran, l'Iran du Shah d'Iran, était un pays beaucoup plus laïque qu'aujourd'hui, ça n'avait rien à voir, mais elle était résolument dans le camp américain. Et la Turquie était également dans le camp américain, et elle, ça allait même encore plus loin, puisqu'elle était membre de l'OTAN. C'était une alliance à laquelle les Américains étaient extrêmement attentifs, parce qu'elle occupe une position évidemment stratégique considérable, et c'était le seul pays musulman membre de l'OTAN, donc c'était tout à fait important, avec une population très considérable, une démographie très active, une armée qui était une vraie armée, contrairement à beaucoup de pays arabes. Et ensuite, eh bien, ça a basculé. Le premier grand basculement, c'est évidemment en 1979, la révolution islamiste de l'ayatollah Khomeini en Iran, que nous avons d'ailleurs accueilli, soutenu, encouragé. C'était une brillante opération française. Et petit à petit, l'hydre islamiste s'est étendue. Alors qu'elle s'étende avec l'Arabie saoudite, qui a commencé ce qu'on a appelé sa diplomatie religieuse, c'est-à-dire le financement dans le monde entier de mosquées, d'imams, c'est allé très loin. On l'a évidemment laissé faire. Et que toute cette péninsule arabe bascule dans l'islamisme, c'était un petit peu logique. L'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979 y a évidemment aidé. Ça a été l'occasion de soutenir les premiers moudjahidines qui faisaient le djihad contre le mécréant communiste, et en premier lieu Oussama Ben Laden, et la CIA et les Saoudiens ensuite. Et le soutien américain dans ce cas. Le soutien américain de l'islamisme, la CIA a distribué... perçu comme anticommuniste. Exactement. L'objectif, c'était de contrer l'Union soviétique sans voir que derrière, c'était quelque chose d'encore pire qui pouvait arriver, et qui est en train d'arriver. Alors effectivement, la Turquie, dans ce contexte-là, semblait être un îlot de stabilité, parce que le kémalisme avait quand même profondément marqué les esprits. Mustafa Kemal avait quand même mis fin au califat, ce qui avait été une onde de choc considérable dans le monde musulman, et Mustafa Kemal lui-même avait interdit le voile pour les jeunes filles à l'université. Il avait pris toute une série de mesures. Dans la Constitution, l'armée était la garante de la laïcité, et donc dans ce contexte-là, plus l'alliance américaine, il paraissait peu probable que la Turquie risquât à un moment donné de tomber dans l'islamisme. Il a fallu pour ça la conjonction d'une rencontre entre deux hommes, Gülen d'un côté, un religieux, et enfin religieux à la turque, c'est-à-dire c'est différent des Saoudiens, mais qui était imprégné d'une doctrine religieuse proche de l'islamisme, proche des frères musulmans, et Erdogan, qui lui était plus politique, mais tout de même, qui avait une formation également très frère musulman, et qui a donc toujours regardé, sa femme a toujours été voilée par exemple, et qui a toujours regardé avec sympathie tous les mouvements islamistes. Il a eu une intuition assez forte, c'est un homme politique tout de même qui a sens de l'anticipation. Il a très bien compris que le peuple turc, plus ou moins laïque selon les couches de population, avait quand même un nationalisme chevillé au corps. Et s'il arrivait à faire cette rencontre, grâce notamment à la doctrine de Gülen, qui lui a beaucoup appris dans ce domaine-là, faire la rencontre entre une tradition musulmane à laquelle les Turcs sont très attachés, même ceux qui ne sont pas islamistes, et une fierté nationale qui a toujours été alors au cœur de la Turquie. Ils célèbrent la prise de Constantinople en 1453, encore toujours avec la larme à l'œil. C'est très frappant d'ailleurs, quand on va en Turquie, le nationalisme des Turcs est là partout. Et les janissaires en costume d'époque manœuvrent tous les jours devant le musée d'histoire militaire d'Istanbul. Absolument, c'est étonnant cette fidélité. Et donc c'est leur force.
force aussi. Et Erdogan a très bien compris ça. Il a très bien senti la psychologie de son peuple, ce qui lui a permis, avec son parti, l'AKP, mélange donc de nationalisme et d'islamisme. Islamisme façon frères musulmans, donc assez différent des wahhabites saoudiens. Et donc les frères musulmans, c'est quand même si c'est islamiste, c'est quand même une confrérie assez politique également. C'est pour ça que la rencontre entre Gülen et Erdogan a bien marché. Et puis ensuite, Erdogan a grandi. Il s'est débarrassé de Gülen, qui lui commençait à trouver un peu encombrant. Gülen était un intellectuel, beaucoup plus brillant qu'Erdogan, mais avec moins de force, moins de sens politique, moins de sens de l'État. Donc les Américains ont accueilli Gülen, ce qui n'a pas du tout plu à Erdogan. Ça a été le premier caillou dans la chaussure entre les États-Unis et Erdogan. Et Erdogan, à ce moment-là, grâce à son sens de l'État et à sa formation intellectuelle et religieuse à laquelle Gülen a largement participé, a pu mettre en œuvre son programme consistait premièrement à gagner les élections, ce qu'il a fait assez brillamment, même si récemment ça s'est plus mal passé, mais ça a pris quelques années. Ça a été un parcours de longue haleine quand même. Très longue haleine. Il y a eu plusieurs étapes pour son parti, c'est justice et prospérité, non? Exactement, l'AKP ensuite. Et donc ça a pris le temps qu'il fallait, mais il a très bien su faire... Comme on fait à un moment donné le fils en Algérie ou comme on fait Emada en Tunisie, c'est-à-dire aider les pauvres. Pendant que les pauvres, parce qu'il y a des légions en Turquie comme dans beaucoup de pays arabes, eh bien il a très bien su organiser sorte de croissant vert, secours musulman, voilà, secours musulman. Et dans tous les quartiers populaires, et encore vous avez ça maintenant, quand vous promenez à Istanbul, dont on vous dit qu'elle est une ville européenne, sortez des circuits touristiques, vous allez voir si c'est une ville européenne, des quartiers entiers où les femmes sont totalement voilées, notamment près des anciennes fortifications byzantines qu'il convient d'aller voir en pèlerinage de regret éternel. Eh bien, on traverse des quartiers entiers totalement islamistes, mais en même temps très pauvres. Et donc, il a très bien su organiser. Ça a pris le temps que ça a pris, c'est sûr. Ça lui a pris 20 ans. C'est ça, c'est une vingtaine d'années. Voilà. Et donc, pendant ces 20 ans, il a construit sa toile. Et en face, et là, il a joué aussi sur cette conjoncture-là, mais il n'y avait plus grand-chose en réalité. Il n'y avait plus de grands hommes d'État capables de s'opposer à lui. Et donc, une fois arrivé au pouvoir, il a pu passer à la phase 2. Il est arrivé au pouvoir de façon parfaitement légale. Il n'a pas truqué les élections. Il les a vraiment gagnées. Les dernières municipales où il a perdu Ankara et Istanbul, il a essayé de les truquer pour ne pas perdre Ankara et Istanbul. Ça n'a pas marché. Et donc, il a fait annuler les élections, mais les électeurs d'Istanbul ont réélu son opposant de façon tellement massive que là, il ne pouvait plus annuler quand même une troisième fois, ni mettre le gars en prison, parce que là, il n'arriverait plus à contenir les foules d'Istanbul, qui sont dans l'ensemble relativement hostiles à Erdogan. Alors que Istanbul a pourtant été le point où il a construit sa carrière au départ. Oui, mais... Il a d'abord commencé par gagner Istanbul. Absolument. Avant de s'imposer à l'ensemble. Et il y a encore plusieurs quartiers d'Istanbul qui lui sont totalement acquis, tous ces quartiers islamistes et tous ces quartiers pauvres d'Istanbul. Simplement, il s'est passé quelque chose. Istanbul, c'est quand même une ville intellectuelle, c'est une ville qui a l'habitude de foisonner, non seulement d'intellectuels, mais de professions libérales, d'entreprises. Enfin, Istanbul, de ce point de vue-là, c'est la ville la plus intellectuelle de Turquie. Moderne, plus moderne. Et après le coup d'État de 2016, dont Erdogan dit que Gülen en a été l'initiateur, je ne suis pas sûr qu'il en ait été l'initiateur, je pense qu'il a accompagné avec joie le mouvement, mais c'était essentiellement une révolte kémaliste, des officiers laïcs qui ne voulaient plus de cette dérive islamiste. Et la répression terrible qui s'est abattue à ce moment-là sur les officiers qui avaient participé, ou pas d'ailleurs, c'est-à-dire que le moindre officier suspecté de kémalisme a fini en prison, même s'il n'était absolument pas au courant du putsch, que tout le monde ne peut pas être au courant d'un putsch. D'ailleurs, le putsch a failli réussir. Il a failli réussir, l'armée turque fidèle à Erdogan s'est laissée surprendre, Erdogan lui-même n'avait pas du tout compris que les avions qui commençaient à s'approcher d'Istanbul, c'était pour prendre le pouvoir, et pas du tout une manœuvre prévue. Donc il a eu plusieurs heures de retard à l'allumage. On dit que les Américains étaient derrière, difficile à vérifier, mais quand même, il semblerait
qu'il y ait eu, en tout cas, sans qu'il y ait eu organisation complète. En tout cas, ils étaient au courant. Ça, c'est à peu près certain. Et donc, dans la foulée, la répression terrible qui s'est abattue sur tous les officiers kémalistes et sur toute une série de professions libérales, d'avocats, de juges suspectés de ne pas être islamistes, a paradoxalement retourné Istanbul. Pas tout à fait le reste de la Turquie, mais a retourné Istanbul, qui s'est dit mais on va vers une dictature islamiste, et ça nous n'en voulons pas. C'est pour ça aussi qu'il a perdu Istanbul. Ça c'est sur le plan intérieur. Mais du coup, comme il était au pouvoir maintenant depuis quelques années, il a pu passer à la phase 2 de son plan, donc prise de contrôle de la Turquie, et ensuite expansion, pour en quelque sorte reconquérir les positions ottomanes perdues après la Première Guerre mondiale. Alors là, qu'en est-il réellement? Parce qu'on parle de néo-ottomanisme, on voit bien sur la carte comment se pose la question, comment se pose le problème, mais on a peine à croire quand même que Erdogan puisse imaginer que tout cela relève du possible aujourd'hui. Alors certes, il ne va pas reconquérir les territoires pour refaire l'Empire ottoman, mais ce qu'il voudrait, c'est avoir des États qui lui sont attachés, qui sont ses clients ou ses protégés, dans tout un espace de Méditerranée orientale. Mais si l'on regarde les choses, les rapports de force, les atouts des uns et des autres, la conjoncture internationale, ça paraît un projet complètement paranoïaque, démesuré. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Bon, rappelez-vous la conquête de Chypre, la partie nord de Chypre. Ça, c'était pas encore Erdogan, là. Oui, voilà, c'était pas encore Erdogan, mais ça a marché. Les Occidentaux ont dit ah bon, ah bah oui, c'est pas bien. Il faut dire que c'était en réaction contre le coup de force à Chypre en faveur de l'énosis, du rattachement à la Grèce. Oui, les colonels grecs étaient derrière. On voyait pas ça à l'époque comme une espèce de manifestation d'expansionnisme turc ayant des visées à l'échelle de l'ensemble du Proche-Orient. Non, enfin c'était quand même l'invasion d'un pays censé être allié. Tout à fait. Oui. Donc ça, l'Occident n'est jamais revenu là-dessus. Quand vous allez à Chypre et que vous discutez avec les Chypriotes, ils sont consternés de ça. Les Famagouste, mais c'était notre citadelle. Et cette citadelle est occupée par l'armée turque. Et si on prend les conquêtes récentes et qu'on fait le bilan, il faut voir que Erdogan donc occupe une partie de la Syrie. S'il n'y avait pas eu les Russes, d'ailleurs, ils en occuperaient une partie beaucoup plus grande. Le seul frein à leur expansion a été la Russie. Ils occupent la moitié de la Libye, par l'intermédiaire de leur alliance avec Sarraj, qu'ils ont sauvé de la défaite. Et là, l'Occident également a laissé faire, ça n'est quand même pas rien. Donc, on va dire 10% de la Syrie, la moitié de la Libye. Ils font des prospections pétrolières en Méditerranée orientale parfaitement illégales, la plupart du temps soit dans les eaux chypriotes, soit dans les eaux territoriales grecques. Ça marche. Ils peuvent même se permettre d'illuminer, comme on dit, une frégate française, le Courbet, ce qui est le dernier avertissement avant de recevoir un missile, ce qui n'est quand même pas rien entre deux partenaires de l'OTAN. Et les Américains, qui soutiennent la Turquie pour ne pas qu'elle bascule côté russe, ont fait mettre la France en minorité dans la réunion de l'OTAN, où très peu de pays, 8 seulement, ont accepté de soutenir la France, en quelque sorte sans prendre des sanctions encore contre la Turquie, mais en l'avertissant sérieusement que c'était inacceptable, et en lui demandant de retirer ces frégates qui escortent des paquebots bourrés d'armes et qui viennent ravitailler la Libye. Qui vont en Libye, oui. Donc finalement, quand vous faites le bilan, les conquêtes territoriales et pétrolières ne sont pas minces. Oui, les choses avancent. Les choses avancent. Et le seul où ils arrivent à reculer ces 18 derniers mois, c'est en Syrie. Parce que les Russes, à un moment donné, décidaient de reconquérir une partie de la province d'Idlib dans le nord-ouest, ou parce que dans le nord, quand les Turcs ont lancé leur offensive contre les Kurdes, ce sont les Russes qui ont dit aux Turcs « Non, maintenant, stop, vous arrêtez là ». Personne ne le leur disait à part les Russes. Or, comme nous, on a décidé, contre toute raison, d'être fâchés avec les Russes, eh bien, en Méditerranée, il n'y a plus personne pour bloquer Erdogan. Et alors, quelles sont les perspectives que l'on peut imaginer de sa relation avec la Russie? Parce qu'on voit bien les tensions avec les États-Unis. Il importe des systèmes de missiles antiaériens russes à la grande colère de dernière génération. Des gens de l'OTAN.
comment les choses peuvent-elles évoluer de ce côté-là? Parce qu'on pourrait penser à l'inverse, qu'il peut y avoir confrontation russo-turque, ce qui s'inscrirait dans l'histoire longue d'ailleurs, hein, et puis dans la géopolitique élémentaire de la région. Erdogan a besoin des deux. Il a besoin de la Russie et il a besoin des États-Unis. Il joue de l'équilibre entre les deux pour et donc, pousser ses pions. Il oscille en fonction de la conjoncture stratégique, en fonction aussi de ses besoins énergétiques. Il ne faut pas oublier que la Turquie, et c'est pour ça sa frénésie à trouver du pétrole et du gaz en Méditerranée est très grande, la Turquie est totalement dépendante sur le plan énergétique. Du gaz russe. Et oui, elle a besoin du gaz russe. Elle espérait bien avoir le gaz qatari en renversant le régime syrien et en mettant à la place un régime islamiste. C'était le plan turco-qatari en quelque sorte. Et comme ça n'a pas marché grâce aux Russes, eh bien le pétrole qatari ne passera pas, il n'y aura pas de gazoducs qui partiront du Qatar jusqu'en Turquie en passant par la Syrie. Ça, c'est rayé. Et donc, il reste que le gaz russe, raisonnablement, parce que le gaz de schiste américain est quand même extrêmement cher, même si les Américains essaient de le vendre au monde entier. C'est quand même très compliqué. Ouais. Et donc, du coup, le gazoduc qui vient d'être inauguré entre la Russie, qui a été inauguré l'année dernière, entre la Russie et qui arrive tout près de Constantinople, Istanbul, pardon, j'ai toujours un peu de mal à dire Istanbul. Et donc, eh bien, c'est vital pour la Turquie. D'où aussi l'intérêt de la Turquie pour les Balkans, parce que les Balkans deviennent le nœud stratégique de ces gazoducs, de l'approvisionnement de l'Europe occidentale en gaz, et donc aussi l'expansionnisme dont on parle peu et qui est pourtant très important de la Turquie dans les Balkans. Oui. On parle beaucoup de l'intervention des Américains au Kosovo, de l'OTAN au Kosovo et de la France aussi, malheureusement. Pour notre honte, on a bombardé des chrétiens pour installer des musulmans au pouvoir. Quels musulmans C'est vraiment l'État islamo-mafieux par excellence. C'est incroyable cette opération du Kosovo, mais les Turcs étaient très partie prenante, et déjà depuis plusieurs années. Ils étaient en Bosnie. Ils sont venus en Bosnie aussi. Oui. Hein. Et d'ailleurs, la presse turque claironnait haut et fort que de nouveau le drapeau turc flottait en Bosnie. Donc cette reconquête marche assez bien. Et les Bosniaques qui avaient depuis quelques siècles maintenant un islam assez distant, on va dire, au premier dans les rues de Sarajevo ou autre, il n'y avait pas de femmes voilées dans les années 80-90. Eh bien, les imams turcs et les officiers turcs ont réislamisé l'armée bosniaque. Et tous ces maquis bosniaques anti-serbes sont devenus progressivement islamistes. Ils avaient tout oublié de leur prière quotidienne, de la charia, des femmes voilées. Ils ont tout réappris grâce aux Turcs et aux Saoudiens qui n'étaient pas loin. Les Turcs et les Saoudiens sur ce point-là étaient d'accord avant de se séparer. Monté une opération comparable en Tchétchénie aussi. Exactement. Contre les Russes. Mais alors justement, la relation entre Erdogan et l'Arabie Saoudite, là aussi, on a du mal à bien cerner les choses. On voit bien la Turquie très proche du Qatar, mais avec l'Arabie Saoudite, les choses ne sont pas aussi simples. Non. Le monde islamiste est pour l'instant, ça évolue vite, mais est divisé entre les partisans des frères musulmans, Turquie, Qatar, et les ennemis des frères musulmans, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte. Et c'est pour ça que les Égyptiens, le maréchal Sissi, qui a fait un coup d'État contre Mohamed Morsi, qui était issu des frères musulmans, a été largement soutenu, financièrement par l'Arabie Saoudite et militairement par les Émirats Arabes Unis, qui est à peu près la seule armée qui tienne la route dans la péninsule arabe. Donc c'est une césure extrêmement forte. Et quand l'Arabie Saoudite a décidé, un peu maladroitement, de faire un blocus sur le Qatar, sur le thème « Le Qatar soutient le terrorisme », terrorisme étant égal... entretient de bons rapports avec l'Iran. Et en plus, entretient de bons rapports avec l'Iran, terrorisme étant égal frère musulman. C'est la Turquie, tout de suite, qui a dit « Attention, nous, on a des soldats là-bas, on défendra l'intégrité territoriale du Qatar avec les armes. » Et donc c'est pour ça que l'Arabie Saoudite n'a pas pu aller aussi loin qu'elle le voulait. Et les Émirats Arabes Unis ont tempéré les ardeurs de l'Arabie Saoudite, dont la haine envers la Turquie est aujourd'hui extrêmement forte. Donc il y a une vraie compétition pour l'Arabie Saoudite. Et pour sa domination régionale, le principal adversaire, c'est l'Iran.
Et le retour de la Turquie ne l'arrange pas. Dans ce contexte-là, ça fait un deuxième concurrent. Oui, parce que les Turcs regardent aussi dans la direction de l'ancienne Mésopotamie et se souviennent que tous ces territoires étaient ottomans jusqu'au traité de Sèvres et puis celui de Lausanne au début des années 20. Et oui, et il y a eu un événement dont on n'a pas assez parlé, c'est la quasi-invasion du nord de l'Irak. Sous prétexte qu'il y a une sorte de Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, eh bien depuis quelques mois, les Turcs y ont installé des soldats, des postes d'observation et bombardent à peu près quotidiennement toute cette zone nord de l'Irak. Ils ont, il y a 3 semaines, tué 2 généraux irakiens. Et alors évidemment, les Irakiens ont hurlé, mais eux n'ont plus d'armée. Personne ne les entend. Personne ne les écoute. Et tout le monde se dit, on voit les Turcs qui bombardent des Kurdes, allez, on laisse tomber. En attendant, ils continuent à avancer ses pions. Et maintenant, il occupe le nord de l'Irak. Oui, alors effectivement, tout ça apparaît préoccupant pour l'équilibre régional, mais il y a aussi une dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la capacité d'influence que peut avoir Erdogan et puis la Turquie sur les minorités turques en Europe. On pense évidemment à l'Allemagne, mais on pourrait penser aussi à la France. Qu'en est-il réellement ? Cette influence est beaucoup plus forte qu'on ne le croit. Vous avez des imams que nous accueillons en France régulièrement, là aussi contre toute raison. Cette espèce de suicide intellectuel et religieux est tout de même assez déconcertant à observer. C'est plus que déconcertant d'ailleurs pour nous, c'est tragique parce que les lendemains qui viennent vont être assez douloureux. C'est insupportable d'aveuglement. Eh bien, vous avez ces dernières années des dizaines et des dizaines d'imams turcs qui ont été acceptés sur le territoire français. Ces imams turcs ont une formation religieuse assez faible dans l'ensemble et ils ont tous le statut de fonctionnaires turcs. Donc, ils sont là pour donner la bonne parole islamo-nationalistes turcs à leurs ouailles. Sur le plan théologique, c'est plus que léger. C'est plus que léger. On est là pour s'implanter et on est là un jour pour que le monde entier adore Allah. Et donc l'infiltration des imams turcs dans les mosquées construites par la Turquie, on parle toujours des mosquées construites par l'Arabie Saoudite. C'est vrai, c'est une réalité tout aussi dangereuse, mais on ne parle pas assez des mosquées turques. Il y a beaucoup plus de mosquées turques qu'on ne croit en France, et vous avez maintenant largement plus de 100-150 imams turcs, fonctionnaires turcs, qui opèrent en France dans les mosquées. D'ailleurs, je ne sais pas si l'imam qui a calmé les affrontements à Dijon entre Tchétchènes et Turcs, c'était pas un imam justement turc. Alors ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'était plus entre Maghrébins et Tchétchènes. Ah, c'était Maghrébins. Oui, les Turcs étaient pas trop dans le coup. Autant pour moi. Donc, en tout cas, merci infiniment Antoine Delacoste sur tous ces éclaircissements. Je pense qu'on a affaire à une situation extrêmement mouvante. Oui, ça va très vite. Nous aurons certainement d'autres occasions de commenter les évolutions en cours. Avec grand plaisir.